Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire interview organisé par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité et en particulier la mise en place d'un scrutateur laser de marque SICK sur un Kobo Universal Robot. Pour ce faire, je reçois Adrien Marc. Bonjour Adrien. Bonjour. Et Thierry Tchordican. Bonjour Thierry. Bonjour. Je suis Nicolas Bouet, directeur général de la société HMI MBS. Petite présentation rapide de notre société. Nous existons depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Nous avons connu deux phases dans notre vie. Une première phase de 2000 à 2013, où nous étions un bureau d'ingénierie plutôt spécialisé fin de ligne. Nous intégrions à l'époque des robots KUKA. Et depuis 2014, nous commercialisons des produits innovants et des technologies disruptives. On a vraiment fait un choix de réorientation d'activité d'entreprise. Les produits que nous commercialisons sont assez divers. On a des systèmes de cerclage ergonomique de palettes, des Kobo UR, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, des systèmes de robots mobiles MIR pour transporter des charges logistiques dans les ateliers. Et depuis cette année, nous commercialisons un VLM, un système de stockage vertical de la marque Efimat. HMI MBS, c'est 40 personnes, c'est différentes équipes, des équipes d'experts terrain, donc spécialisées par famille de produits. On a une équipe d'experts Ergopack, MIR, UR, etc. On a une équipe support technique pour aider nos clients, principalement pour UR et pour MIR, à mettre en œuvre les produits que nous commercialisons. Une équipe SAV, tout le SAV du matériel que nous commercialisons est réalisé par nos services sur notre site de Saint-Martin-d'Abat à côté d'Orléans. Et enfin, une équipe support administratif qui met l'huile dans les roulages de l'ensemble des autres équipes. Il en faut. Nous avons réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 11,7 millions d'euros. Ce que je vous propose, Adrien, vous présenter. Oui, donc Adrien Marc, je suis le responsable produit des solutions de sécurité chez SICK France. Ça comprend les barrières immatérielles, les scrutateurs de sécurité, tout ce qui est contrôleur de sécurité et évidemment aussi les interrupteurs de sécurité. Thierry. Bonjour, donc Thierry Tchordican, je suis le responsable de la région Ouest chez SICK. Quelques mots aussi également sur la société SICK, que peut-être beaucoup de monde connaît. SICK est une société basée en Allemagne, qui est une société internationale aujourd'hui. Nous sommes présents aujourd'hui sur plus de 80 pays, avec 50 filiales en nom propre. Donc SICK aujourd'hui c'est plus de 11 000 personnes dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 2021 supérieur à 2 milliards d'euros. SICK est présent donc sur les marchés du factory automation, donc l'usine automatisée à travers des solutions de capteurs. Et aujourd'hui, on développe de nombreuses solutions digitales, de la remontée de données à partir des capteurs jusqu'au traitement de la donnée. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler des solutions de sécurisation de robots, donc avec l'accueil que M. Bouet nous a fait aujourd'hui avec la société HMI MBS. Donc, j'espère qu'on va pouvoir évoquer ces solutions qui sont aujourd'hui importantes pour les Et en clients. plus, ça va vraiment dans un partenariat SICK-UR, qui fait partie de l'écosystème UR+. Je reviendrai dessus après. On va parler justement un petit peu d'Universal Robot. Donc, au même titre que SICK est le leader, je crois, dans le domaine de la sécurité. Oui. SICK a développé et inventé la barrière de sécurité. Et c'était en 1952, si je ne me trompe pas. Et nous avons également inventé les scrutateurs laser, qui aujourd'hui apporte vraiment une solution complémentaire à l'utilisation de robots. Donc, le leader de la sécurité avec le leader de la cobotique, puisque Universal Robot, c'est le leader dans le domaine de la cobotique aujourd'hui au niveau mondial. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 2005, qui a commencé à commercialiser ses premiers cobots en 2010, qui a été rachetée par une entreprise américaine qui s'appelle Teradyne en 2015. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les systèmes de test pour les cartes électroniques et qui a reçu le prix Engelberger. Donc Universal Robot a reçu le prix Engelberger, qui est l'équivalent du prix Nobel pour le domaine de la robotique en 2018, parce qu'ils ont vraiment créé une rupture en fait dans la démocratisation de la robotique, qui était vraiment un milieu d'experts réservé aux très grosses sociétés et qui permet, grâce à l'esprit Kobo, d'atteindre en fait une granularité d'entreprise beaucoup plus fine et d'aller jusqu'au PME voire TPE aujourd'hui. Universal Robot, c'est plus de 60 000 robots vendus dans le monde, une présence dans 130 pays, 50% de part de marché et naturellement une certification ISO 9001 qui donne une qualité aux produits qu'ils commercialisent. Côté HMI MBS, donc nous avons commencé l'aventure Universal Robot il y a 10 ans déjà. Ouais. On a fêté nos 10 ans cette année. On a eu cette approche de précurseur, parce qu'aujourd'hui à l'époque, la cobotique, peu de gens y croyaient, peu de gens adhéraient à ce concept. Malgré tout, on s'aperçoit que vu la tendance du marché, avec tous les grands acteurs qui se lancent aujourd'hui dans le monde de la cobotique, je pense que le concept n'est pas si mauvais que ça. On est devenu préféré distributeur en 2016. L'année dernière, on a eu le statut de Platinum distributeur et on est premier distributeur français, merci, depuis 2021. On a vendu plus de 1000 robots aujourd'hui en France. La gamme UR, elle se décompose en deux familles. Une famille CB3, qui était l'ancienne génération, la famille Ciris, qui est la nouvelle génération, qui est composée de 4 membres. L'UR3, 3 kg de charge embarquée, 500 mm de rayon d'action. L'UR5, 5 kg de charge embarquée, 850 mm de rayon d'action.
UR10, 12,5 kg, c'est un peu la particularité, 1300 mm de rayon d'action, et l'UR16, 16 kg de charge embarquée, 900 mm de rayon d'action. L'intérêt de la gamme e-série, c'est qu'elle va intégrer d'une part un capteur directement en tête du robot, qui va donner une sensibilité accrue pour des fonctions de polissage, finishing, etc. Mais aussi, on va avoir une communication plus rapide entre le bras et la baisse, qui va donner une meilleure réactivité au niveau du Kobo, et des fonctions de sécurité qui sont vraiment importantes, qui permettent d'aller dans le détail et vraiment répondre aux normes aujourd'hui, telles que la TS 15066. Cette gamme UR, en fait, elle est complétée depuis cette année par un nouveau produit, qui est l'UR20, donc avec un Kobo qui a une capacité de porter 20 kg sur un rayon d'action de 1700 mm. Mais par contre, quand on dit 20 kg chez UR à 1700 mm, c'est 20 kg sur toute l'enveloppe de travail. C'est pas qu'en étant près de la base ou autre, on est capable de porter 20 kg dans toutes les positions de l'enveloppe de travail du Kobo. Robot très attendu apparemment sur le marché. Tout à fait, qui est prévu début d'année prochaine et qui sera accessible début d'année prochaine, effectivement, pour le marché. L'autre intérêt, c'est que ça reste un Kobo, donc on reste sur un poids de 60 kg, 70 kg à peu près sur le bras, ce qui reste encore raisonnable aussi dans le domaine. Donc aujourd'hui, on va parler de la sécurité, c'est l'objet. Et donc, pour ça, déjà, je voudrais revenir sur un premier point, c'est que pour UR, le côté collaboratif, il y a deux aspects. Il y a le côté sécurité, naturellement, mais aussi le côté simplification d'utilisation et de mise en œuvre. Et typiquement, on sait que des produits comme la gamme UR+, ça c'est aussi quelque chose que UR a proposé auprès de ses clients, c'est d'avoir une gamme d'accessoires qui permettent de se monter facilement sur les robots et de se mettre en œuvre très facilement. Ce qu'ils appellent plug and produce, c'est-à-dire qu'on va prendre un accessoire tel un scrutateur, il va être prédéfini pour être monté à côté d'un robot ou sur le robot, et ensuite il va être prévu pour être connecté, on met un petit plugin et ça rajoute des fonctions au robot. D'accord. Dans le cas d'applications robotiques collaboratives, on le sait que toutes les applications ne peuvent pas fonctionner sans éléments de sécurité. La plupart le peuvent, parce qu'il y a des fonctions de sécurité intrinsèques au Kobo. Mais dans certains cas, si on vient prendre une pièce dangereuse, telle qu'elle est tranchante ou pointue, il faut rajouter des organes de sécurité complémentaires. Et dans ce cadre-là, le scrutateur, qui permet d'interagir entre l'opérateur, la position de l'opérateur et le robot, est une solution vraiment intéressante. Adrien, je vous passe la parole et vous allez nous en dire plus du coup sur l'offre SICK concernant cette offre. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'une solution qui s'appelle SBot Speed. Cette solution-là, c'est ce qu'on appelle chez nous un système de sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un capteur qui est tout seul, mais accompagné d'autres éléments. Ici, on va avoir le nanoscan, donc il y a un scrutateur de sécurité de chez SICK qui a une portée jusqu'à 3 mètres, peut détecter une personne jusqu'à 3 mètres, et elle va être associée avec un logiciel qui est installé dans l'environnement, dans l'écosystème UR, qui s'appelle le Nanoscan UR Cap Tool, qui permettra de configurer le scrutateur. Donc, cela se présente sous la forme d'un package. C'est un système de sécurité donc avec des fonctions prédéfinies, qui vont permettre vraiment de pouvoir élaborer complètement sa fonction de sécurité. Vous disposez également dans le package de l'interface graphique qui permet vraiment de configurer les différents champs. Tout est livré bien entendu avec la documentation et les logiciels de sécurité adéquats. Il y a même les fichiers Systema qui permettent au client donc de compléter son analyse de risque de sorte à faire une certification complète. Parce qu'on parle de sécurité, du coup, il y a aussi toute une procédure. Vous expliquez exactement, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi naturellement. Là, on parle de sécurité humaine derrière. Donc, comment ça se passe? Alors, vous avez une notice d'intégration qui, elle, permet vraiment d'expliquer pas à pas les différents éléments à faire, comment câbler le scrutateur à la baie du robot, comment paramétrer les différentes fonctionnalités, côté SICK, mais aussi côté robot UR, quelles sont les fonctions à activer dessus, et va vous accompagner pas à pas. Justement, vous parliez raccordement, comment ça se connecte au robot? Alors, au niveau du raccordement, c'est relativement simple. On va avoir deux interfaces avec la baie du robot. La première va être une interface tout ou rien, qu'on appelle OSSD. Ce sont des signaux crénelés qui vont vous donner simplement la détection en cas de court-circuit, puisqu'on est sur des éléments de sécurité, et vont vous donner l'information, j'ai détecté une personne qui est dans une zone où je dois réduire la vitesse, et j'ai détecté une personne dans une zone où je dois arrêter mon robot. Et évidemment, on a une deuxième interface, qui est l'interface Ethernet, qui, elle, va nous permettre de configurer tout simplement le scrutateur depuis le pendant du robot. D'accord. Donc ces fonctions de sécurité sont reliées directement en fait, aux entrées de sécurité du Kobo, c'est bien ça? Exactement. C'est un gros avantage de la solution, puisqu'en fait, l'intégration se fait très simplement, sans passer par des interfaces de sécurité. Vous allez raccorder directement le nanoscan à la baie robot, ce qui va éviter les interfaces style contrôleur de sécurité ou petit automate de sécurité. Donc là, en termes d'intégration, vraiment... Ça simplifie énormément les choses, tout à fait. Donc, les autres avantages? Alors, au global, cette solution vous permet d'assurer une intégration simple avec vos robots collaboratifs Universal Robot. Donc, mise en œuvre facile et rapide.
puisque là, tout est prédéfini. Vous avez dans le package, dans le kit, on va dire, la documentation et les éléments qui vous permettent de faire cette intégration facile et rapide. Vous avez bien entendu la notion de productivité sûre, avec justement l'intérêt de pouvoir jouer sur des zones rapides et des zones lentes, qui va permettre d'éviter les arrêts de production. En termes de productivité, c'est important. Et bien entendu, diminuer et réduire les efforts de mise en service par cette solution qui est prédéfinie, qui va permettre donc à un intégrateur ou à un client final de faire ça très simplement. Ok. Un autre point que je vais ajouter, c'est que souvent aujourd'hui, on se rend compte que les cobots sont disponibles. Vous savez, le pot d'UR, on a des robots disponibles sous 2 semaines. Nous avons fait le choix chez MBS d'avoir du stock. Tout à fait. Ça, c'est un point important. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par, je dirais, les problématiques sur la pénurie des composants. Et pour pallier à cela, donc, la société HMI MBS, en personne de M. Bouet, a fait le choix vraiment de prendre un certain nombre de composants en stock et de pouvoir livrer, parmi les nombreux robots qu'on voit ici aujourd'hui, une solution complète avec le robot et sa solution de sécurité si elle est nécessaire. Parce que c'était un peu ridicule d'avoir le robot en 2 semaines et d'attendre 6 mois pour avoir un scrutateur. Voilà. Là, au moins, on peut livrer le package complet et le client peut aller très vite sur sa mise en œuvre. Tout à fait. Après cette remarque, ce que je vous propose, c'est ces échanges qui sont intéressants, c'est de nous faire une démonstration en live. Et bien, c'est parti. Adrien, je vous laisse y aller. Alors, nous avons ici le robot UR qui est positionné sur une table avec le scrutateur en bas qui permet la détection des personnes. Il est en fonctionnement ici, productivité maximale avec vitesse importante. Lorsque je vais m'approcher, je vais arriver dans une zone qu'on appelle une zone de vitesse réduite. On utilise une des fonctions intégrées du robot UR qui va me permettre, elle, de dire le robot fonctionne avec une vitesse limitée qui a été prédéfinie. Et lorsque la personne se trouve à proximité, peut être en contact avec le robot ou avec l'élément dangereux qu'il transporte, va nous faire un arrêt. Si l'opérateur vient et s'éloigne à un moment donné, au fur et à mesure, le robot va repartir à sa pleine vitesse. On a ici vraiment une solution qui est optimisée sans redémarrage automatique. Bien sûr, cela doit être validé par votre appréciation des risques. Au niveau de la configuration, je vais me mettre sur le pendant du robot. J'ai ouvert le Nanoscan UR Cap Tool, qui est l'outil qui me permet de faire la configuration du scrutateur via la connexion Ethernet. La première chose à configurer va être l'environnement. Il me demande de rentrer un mot de passe, qui est un mot de passe disponible uniquement auprès des équipes habilitées et formées à la configuration de ces champs-là. Et la première chose qu'on va configurer dans l'environnement, c'est est-ce que le robot est positionné sur une base. Ici, on a une table qui va m'empêcher d'accéder directement au robot. Et cette table-là fait 1 mètre par 75 cm. Ça a été configuré au préalable. Et ensuite, je viens positionner mon robot sur l'endroit où il se trouve sur ce support-là. Élément suivant, la configuration des champs. Vous avez une possibilité avancée de configurer des champs de manière libre. Ici, on a fait le choix de se mettre dans la configuration la plus simple, qui est centrée par rapport au premier axe du robot, puisque lorsque vous allez faire le calcul des distances de sécurité pour le champ de la taille réduite et de la vitesse réduite et de l'arrêt, ce sont des calculs qui sont en fonction de l'application, en fonction de la taille du robot, de l'objet, etc. Ici, on a défini des zones qui sont relativement réduites à des fins de démonstration, puisqu'on est vraiment dans un hall de démonstration. Une fois que j'ai terminé cet aspect-là, je vais pouvoir aller dans l'interface de configuration des champs. Puisque ici, si vous regardez, le champ il est à 360 autour du robot. Le scrutateur n'a qu'une visibilité à 275 degrés et maximum 3 mètres. On va lui lancer une procédure d'apprentissage. Cette procédure d'apprentissage-là va permettre au scrutateur d'aller apprendre, J'étais sorti du champ, donc forcément le robot s'est relancé. Ça fonctionne donc ici, vous avez l'apprentissage qui a été effectué par l'ensemble du scrutateur. On va voir sur la gauche, donc vous avez une ligne bleue qui correspond au mur que j'ai à côté de moi. La ligne que vous voyez derrière moi est une limite de la visibilité du scrutateur, et puis il voit pour le reste devant. On voit 2 zones, une zone rose, une zone rouge. La zone rose correspond à la zone où on aura la vitesse réduite, la zone rouge, là où on aura une vitesse d'arrêt. Sur certaines applications, vous pouvez avoir une zone de passage où vous avez défini une vitesse réduite qui a une distance plus importante que nécessaire, et vous voulez limiter celle-ci. Vous avez l'outil Wall qui est ici. Quelle est la portée maxi du coup ? La portée maximum du scrutateur est de 3 mètres. D'accord.
vous allez avoir le mur que vous allez pouvoir positionner comme étant une limite physique de détection. Par exemple, ici, ce serait une allée et j'ai une distance entre l'allée et mon robot qui reste adéquate par rapport à la distance minimale que vous avez calculée au préalable. Ici, je mets mon mur qui me limite et puis je passe à l'étape suivante. On me redemande ici le mot de passe avec les droits d'accès me permettant de faire la configuration pour pouvoir limiter l'accès uniquement aux personnes habilitées à faire cette modification. Donc là, on a une configuration avec un seul scrutateur qui Oui. permet donc de balayer toute la face avant du Kobo. Imaginons qu'on veuille balayer toute la périphérie du Kobo, on pourrait ajouter un deuxième scrutateur. Et le paramétrage se fait aussi simplement avec la tablette? Exactement. Si j'avais un deuxième scrutateur, parce que ici on fait une détection à l'avant, il pourrait être nécessaire d'avoir une détection derrière le robot, on mettra un deuxième scrutateur à l'opposé, et je le configurerai directement par cette interface-là, et je ferai la configuration des deux scrutateurs en même temps. Ça c'est un point important, si vous comparez par rapport à une configuration classique des scrutateurs, on prend un ordinateur, le logiciel Safety Designer de SICK qui permet de le configurer, je me branche en câble USB et je viens le configurer. Là on voit tout de suite le gain. J'aurai une configuration par scrutateur, donc ça complexifie un peu les choses. Ici, tout est fait directement depuis l'interface, simplement et rapidement. Ça veut dire que si je viens déplacer mon Kobo pour faire une autre application, en fait, tout le matériel qui est nécessaire à sa configuration de sécurité suit en même temps. Exactement. La configuration, elle, pourra être refaite l'après-midi lorsque je vais aller dans la nouvelle zone. Vous avez vu que la configuration se fait relativement rapidement. Et puis, il y a une étape importante, c'est que je vais avoir à apprendre l'environnement, puis à revalider mon application. C'est toujours une démarche qu'on a en sécurité, de valider que la configuration qui a été faite dans l'environnement dans lequel elle est nous permet de toujours maintenir la sécurité. Ok, je vous laisse continuer du coup la configuration. Du coup, on arrive justement sur cette étape-là de vérification. Ici, à l'écran, vous voyez donc il y a deux petites zones qui correspondent à mes jambes qui sont détectées. C'est les deux lignes bleues que vous voyez à l'intérieur du champ et qui correspondent à la détection de la personne. La première chose qu'on va demander à l'opérateur, c'est d'aller se balader dans les zones de détection pour pouvoir vérifier que je ne puisse pas aller dans une zone bleue sans être détecté. Ça, c'est un point important dans la définition du champ et dans les vérifications à faire. La deuxième vérification qu'on va faire, elle est relativement simple, c'est une vérification électrique. Est-ce que lorsque la personne est dans le champ de réduction de vitesse, est-ce que quand la personne est dans le champ d'arrêt du robot, on active bien les bonnes entrées de sécurité de la baie du robot. Okay. Donc, les techniciens de chez HMI MBS ont très bien fait le boulot et ont préparé déjà ces éléments. La troisième étape qu'on va vérifier, c'est est-ce que j'ai la possibilité d'arriver dans la zone d'arrêt ou dans la zone réduite, quel que soit l'endroit d'où je viens et sans les contourner. Donc, oui, je ne peux pas, je dois passer dans la zone de réduction de vitesse avant d'arriver dans la zone de stop. Et enfin, la dernière chose, c'est est-ce qu'il existe une possibilité de contourner les dispositifs de sécurité. Donc, attention, la position de montage du scrutateur est importante. Si vous montez un scrutateur de manière relativement haute, il pourrait y avoir un opérateur qui passe sous le champ de détection et qui arriverait à proximité immédiate du robot et le robot n'aurait pas le temps de s'arrêter. Donc, chez SICK, dans l'intégration et dans les notices qu'on vous fournit, on vous explique la hauteur à laquelle le monter, ici 300 mm, pour pouvoir éviter ce passage en dessous. Évidemment, il y a un deuxième point, il peut y avoir des éléments autour de l'environnement qui permettent à un opérateur de passer par-dessus le champ et d'arriver directement dans la zone d'arrêt. Donc c'est ce qu'on va vous demander de vérifier. Ici, ce n'est pas le cas, on est vraiment dans une zone très dégagée. Je valide et enfin, il me reste un dernier point à faire, c'est de mettre ma signature puisque on est sur des éléments de sécurité. Il est toujours important de vérifier, on a un rapport qui va être édité derrière avec ma signature qui permettra de savoir ok, quel est le dernier opérateur qui l'a modifié, est-ce que ça a bien été modifié par une personne habilitée, etc. etc. Okay. Et donc là, j'ai fini la configuration complète. J'ai mon rapport qui a été édité que je pourrais aller voir sur le pendant du robot et mon robot peut repartir en fonctionnement. Alors ici, pour faire repartir le robot, il faut que je redépose le pendant. Je suis en dehors de la zone de détection, donc je n'ai pas d'arrêt de sécurité. Le robot va pouvoir repartir. Je lance le programme et ici, on est de nouveau fonctionnel. Si je m'approche dans la zone, il s'arrête et lorsque je vais repartir, il va redémarrer à pleine vitesse.
Là, donc en moins de 5 minutes, vous avez configuré un scrutateur laser dans son environnement. Exactement. On a vraiment fait l'apprentissage de la zone, on a configuré le scrutateur. Le câblage, je peux vous assurer que ça a été fait relativement rapidement. Ce n'est qu'une alimentation, les connexions des OSSD, donc 4 câbles, et un câble Ethernet. Donc on est vraiment dans la rapidité. Et franchement, ce que je trouve vraiment bien dans cette solution, c'est qu'on est en plein dans l'esprit de l'industrie du futur, de l'usine 4.0, où on va avoir cette capacité d'avoir de la souplesse d'utilisation, où le matin, je vais être sur une application A, l'après-midi, je vais être sur une application B, et le tout avec un temps de transformation et de mise en œuvre qui est ultra rapide, en fait. Exactement, et sans avoir, en plus, on reste toujours dans l'environnement UR, qui est un objectif de simplicité d'utilisation. Je n'ai pas besoin d'avoir des compétences avancées de programmation, etc. Ici, on est vraiment sur de l'interface graphique, simple à utiliser dessus. Et il reste simplement les compétences en sécurité industrielle que vous avez dans vos équipes. Écoutez, je vous propose de venir nous rejoindre. Merci beaucoup pour cette démonstration. Je pense que la démonstration est assez parlante. Et moi, je la trouve très bluffante en tout cas. Thierry, est-ce que vous pouvez un peu nous amener du coup la synthèse de tout ce qu'on vient de dire? En termes de résumé, si on peut expliquer cette valeur ajoutée concernant donc le package SBOT que HMI a décidé d'intégrer dans son offre, c'est donc un accès illimité et sûr, avec une protection continue de zones dangereuses. Les travailleurs peuvent vraiment se déplacer librement dans l'espace de travail pour effectuer certaines tâches. Et donc le système va permettre donc de redémarrer et justement de pouvoir jouer avec ces vitesses lentes et vitesses rapides. Donc en termes de fonctionnement, c'est très très pratique. Et donc le robot repart sur sa production dès que l'opérateur est sorti et assez rapidement. Deuxième point avantageux, c'est la réduction des temps d'arrêt. On le sait tous sur les applications de robotique. Ici, avec un accès libre, donc ça veut dire que l'opérateur va venir régulièrement sur l'application. S'il faut qu'il s'éloigne, qu'il sorte de la zone, qu'il vérifie que la zone elle est libre et qu'il appuie sur un bouton de réarmement, c'est du temps qui est perdu. Si l'appréciation des risques permet de dire oui, le scrutateur voit toujours un opérateur, quel que soit l'endroit où il soit dans la zone, dans ces cas-là, je peux avoir un redémarrage automatique qui, lui, va me permettre vraiment de minimiser tous les risques potentiels auxquels il serait exposé et puis d'avoir un redémarrage extrêmement rapide. Point important également, c'est concernant la durée de vie des équipements, avec justement ces paliers de réduction de vitesse qui permettent justement de soulager un peu les différents composants, notamment au niveau des différentes articulations, et de permettre donc justement d'éviter des arrêts brusques en fait. Oui, parce que traditionnellement, enfin, on connaît tous le classique de la barrière immatérielle ou de la porte de sécurité, on l'ouvre, on déclenche l'arrêt d'urgence sur le robot, c'est assez brutal et ça sollicite énormément les articulations. Avec ces solutions de passage en fait du mode normal au mode réduit. Alors vous parlez toujours de vitesse, mais on a d'autres aspects, parce qu'en fait le mode réduit peut mettre une sensibilité accrue au niveau du robot en termes de sensibilité de force d'arrêt. Vous savez qu'il y a plein de paramètres sur les cobots, et donc on va pouvoir mettre tous ces paramètres qui soient vraiment plus conformes par rapport à l'opérateur qui s'approche. Lorsqu'on va s'éloigner, comme on va plus vite, on va diminuer la sensibilité, etc. Et en plus, UR, dans son approche, a fait des systèmes de transition douce qui permettent d'avoir plus un à-coup de passage grande vitesse, petite vitesse. En fait, on va avoir des rampes en fait, qui vont éviter des à-coups et d'éviter de trop solliciter les articulations. Évidemment, on l'a vu à travers la démonstration que je viens de vous faire. L'intégration, elle est simple, rapide. On veut vraiment avoir quelque chose qui est accessible pour les utilisateurs finaux, pour les sociétés qui veulent se lancer dans la robotique, avec une solution de sécurisation qui est accessible facilement en termes de programmation, tout en maintenant une sécurité. En résumé, donc, une solution FLAP de sécurité de bout en bout, une solution de sécurité constituée de composants de sécurité qui sont testés pour cet aspect sécuritaire par SICK, et bien entendu mis en œuvre, qui peuvent être aussi conseillés par l'équipe HMI MBS qui est formée sur les produits. Tout à fait. Donc là-dessus, n'hésitez pas, si vous souhaitez mettre en œuvre ce genre de produit, à nous solliciter pour si vous avez besoin de conseils sur la façon de les faire, sur la façon de définir la taille des champs, en fonction de vos applications, en fonction de votre environnement. On sera vraiment là pour vous aider et vous guider. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout de cette présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez des questions, et j'en vois quelques-unes, j'en vois une première. Alors, je ne sais pas qui va pouvoir répondre. Donc la question, effectivement, de Hassan Hariri, est-ce que je peux utiliser le NanoScan Tool URCAP pour un scrutateur microscan? Eh ben, comme le nom l'indique, malheureusement, vous n'avez pas encore cette possibilité-là. C'est des évolutions qu'on veut amener aussi dans l'outil. Pour l'instant, ça a été fait sur le nanoscan, puisque ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur les robots UR, on avait des portées. Alors, avant que le 20 kg sorte récemment, les portées sont relativement réduites. Donc, on avait fait une estimation et on avait dit 3 mètres sont suffisants. Maintenant, avec le 20 kg, effectivement, on se pose la question, j'ai plus en tête exactement 1700 mm. 1700 mm.
Il va falloir des scrutateurs de plus grande portée, donc le microscan. Donc ça va être intégré dans le futur, dans le logiciel. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On a des experts de chez SICK qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Ça ne va pas durer. Bah si, on va durer. Quel est le prix du nanoscan portée de 3 mètres? C'est une très très bonne question. Je n'ai pas le tarif en tête. Je me tourne vers mes équipes. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Bon, personne n'a le tarif en tête. En prix-tarif, vous êtes de quel ordre? En prix-tarif, la solution complète, puisque là, on ne parle pas uniquement du nanoscan, on parle aussi de la solution avec logicielle, etc. l'ensemble de l'intégration, les fichiers Systema, l'ensemble de la solution qui a été fait en partenariat avec UR, bien sûr, et puis qui a été validé par le tube. On est à 4 ou 5 000 euros, je ne sais plus en tête exactement le prix liste, mais c'est l'ordre de prix à ce niveau-là. Ok. Effectivement, la portée du nanoscan, vous demandez la confirmation, est bien de 3 mètres et l'angle de vision est un petit peu plus que 270, vous dites 275 degrés, je crois. C'est ça, exactement 275. Pourquoi? Parce que 270 ferait un angle couverture autour d'un angle droit. Mais on le sait, pendant les phases de montage, c'est toujours délicat d'être précis au degré près. Et c'est pour ça qu'on a rajouté 5 degrés pour pouvoir justement laisser un peu plus de capacité au montage. Et alors, une autre question, la précision du Sur de scrutateur. précision, je pense qu'on veut parler plutôt de résolution. Et je vais laisser notre spécialiste. Alors, sur les scrutateurs nanoscan, on a différentes résolutions disponibles. Donc, ça veut dire quel est le plus petit élément que le scrutateur est sûr de détecter. On peut avoir des résolutions qui vont de 20 mm jusqu'à 170 mm en fonction des hauteurs à laquelle le scrutateur a été monté. Ici, dans la solution SBot, qui est adaptée au robot collaboratif, on a fait un pré-réglage, nous, directement dans la solution, où vous avez une résolution de 50 mm, ce qui correspond à la cheville d'un opérateur. Et c'est pour ça qu'on va vous conseiller de le monter maximum à 300 mm de haut. N'allez pas le monter non plus au ras du sol, puisque ce sont des faisceaux qui sont légèrement divergents. Donc le faisceau viendrait lécher le sol, et dans ces cas-là, vous pourriez avoir des détections intempestives. À noter que pour cette nouvelle génération de scrutateurs, que l'on retrouve d'ailleurs sur le microscan, c'est une technologie qui s'appelle HDDM et qui permet justement d'avoir vraiment une bonne résistance à l'environnement, notamment dans des ambiances un petit peu difficiles, lorsque vous avez des produits qui ne restent pas en suspension, bien sûr. Parce que ça, c'était effectivement les expériences dans le passé, des anciennes générations. Je me souviens des problèmes de nettoyer le scrutateur pour la poussière, etc. Aujourd'hui, ce sont des problèmes qui ont été parfaitement pris en compte. Robustes par rapport à ces problématiques-là, par rapport aux problématiques de lumière ambiante, d'éblouissement. Les scrutateurs vont avoir une probabilité d'éblouissement l'un en face de l'autre qui sont extrêmement faibles dessus. Et tu peux peut-être détailler aussi en termes de technologie au niveau des tirs, le système par rapport à nos anciens scrutateurs, les S300, S3000, pour ceux qui parmi notre auditoire les connaissent déjà, on a vraiment amélioré les performances en permettant aux scrutateurs de faire à peu près 500 fois plus de tirs, et sur lesquels on a appliqué des algorithmes qui vont simplement filtrer les phénomènes que le scrutateur va être capable d'identifier comme étant une poussière qui passe dans le champ, etc. On peut jouer sur les sensibilités, et là on peut vraiment, entre guillemets, s'intégrer dans des environnements un petit peu plus difficiles que par le passé, quoi. On a fait des tests lorsqu'on a lancé ces scrutateurs sur les différentes expositions. Donc on prenait du sucre et on faisait passer du sucre devant le champ du scrutateur et il ne déclenchait pas. D'accord. Avec ces réglages. Ça, c'est vraiment important pour les exploitants, les utilisateurs. Tout à fait. Qui connaissent ce genre de qu'on a pu connaître dans le passé, mais qui finalement la technologie évolue et donne une meilleure fiabilité des systèmes. Le scrutateur peut-il se monter sur la première génération ou la seconde génération Ah non, je n'oublie une autre avant. Est-ce que le système poste fixe, oui, est-il envisageable d'équiper sur une unité mobile? Oui, du fait de la simplicité de la programmation, en fait. On peut imaginer que, vous avez vu tout à l'heure une démonstration sur un meuble à roulettes. Ce support à roulettes peut être mis sur une application A le matin, déplacer l'après-midi et on refait l'apprentissage. Moins de 5 minutes et on est opérationnel. C'est vraiment ce que vous avez détaillé dans l'esprit de la production flexible, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un convoyeur qui devient mobile avec la possibilité de s'adapter et de venir se greffer au pied d'une machine et l'après-midi de le mettre ailleurs. C'est vraiment dans l'esprit de la flexibilité totale. Par contre, si demain vous voulez l'intégrer par exemple sur un robot MIR, la solution là n'est pas adaptée dans ce cas de figure-là. Oui, c'est pas le même applicatif. On est d'accord. Comme le système est réglable par Ethernet, son adresse IP est-elle fixe? Il est possible d'accéder directement à travers un réseau ou pas? Alors, donc, sur le scrutateur, lorsque vous allez l'avoir livré, il a une adresse IP
d'origine, c'est Mhm. 92.168 0.1. Et la première chose qu'on va faire avec le pendant, c'est d'aller lui dire, va détecter les scrutateurs qui sont sur le réseau. D'accord. Donc, on peut avoir un switch avec, comme on a dit, 2 scrutateurs dessus et qui va nous permettre de faire l'apprentissage. Et on va lui dire, je veux paramétrer celui-ci. Il y a une procédure d'identification dans ces cas-là, s'il y en a plusieurs, qui va faire que le scrutateur clignote et vous allez pouvoir dire, OK, c'est celui qui est à gauche, c'est celui qui est à droite. D'accord. Le scrutateur peut-il se monter sur la première génération ou la seconde génération d'UR? Alors, je pense que l'UR4, il est principalement que sur le e-Series aujourd'hui. C'est ça. Sur le pendant du robot, c'est des fonctionnalités qui sont arrivées avec le e-Series. Si vous voulez fonctionner avec du CB Series, ce sont des choses qui sont faisables. Par contre, on reviendra plus dans une architecture traditionnelle Il faut un avec le ordinateur. scrutateur et puis un contrôleur de sécurité intermédiaire qui, lui, va se faire tout ce qui est Et le gestion paramétrage se d'écran, fait à l'extérieur dans ce cas-là. Exactement. Alors sachez qu'on n'a pas seulement du nanoscan en stock, on a aussi du S300 en stock, effectivement, pour mettre sur les robots CB3, puisque ça ne sert à rien de mettre un produit, entre guillemets, tel que le robot le nanoscan. Donc on a du S300 aussi au stock si vous avez des besoins par rapport à des générations type CB3. N'hésitez pas, on a ce qu'il faut. Et la dernière question, je dois basculer sur... Ok, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout, on laisse encore peut-être une petite minute si d'autres personnes ont des questions. Bah écoutez, merci à tous et merci à vous, Thierry Merci, et Nicolas. Adrien, Merci, d'être venus, pour d'avoir votre accueil. pu montrer un peu ce produit que je trouve vraiment assez formidable. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins, aussi bien en appro et aussi simplement des questions techniques. On sera là pour vous répondre. Merci. Bonne Merci fin de à journée tous. à tous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.